Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview d'Ipro Shopping où j'accueille encore une fois Olivier et Clémence. Olivier, merci d'être avec nous aujourd'hui. De rien, bonjour. Alors Olivier, en fait, il m'a contacté récemment pour me dire, écoute Taylor, j'ai fait ce qu'on appelle un lancement de produit et du coup voilà. Donc juste dis-nous un peu toi rapidement ce que c'est un lancement de produit, puis après on reviendra un peu sur comment tu en es arrivé jusque-là pour expliquer un peu à ceux qui nous écoutent comment est-ce qu'ils peuvent eux aussi faire pareil. Ouais, alors, un lancement de produit, le principe, c'est d'essayer de vendre ton produit, mais de manière à créer un événement autour pour, euh, pour justement vraiment donner envie aux gens d'acheter ton produit. Tu vas faire un événement sur une période assez courte pour que ce soit vraiment l'événement du moment et qu'ils Ouais, aient vraiment envie d'acheter ton produit, quoi. C'est d'accord, un peu ok. ça le principe et ça fonctionne plutôt bien, donc c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. Super. Donc effectivement, donc ça marche aussi si on a de base effectivement une audience déjà prête et intéressée par le produit a priori. Avant d'en arriver jusque là, ton parcours, donc on l'a déjà évoqué un peu dans la dernière interview qu'on a faite ensemble, mais juste pour nous rappeler un peu, toi au départ, ta stratégie, on va dire d'acquisition d'une base clientèle, c'est le blog au départ que tu as créé, d'accord? Ça. Dis-en de plus pourquoi. Pourquoi est-ce que justement au début, tu as voulu commencer par un blog pour pouvoir te créer une audience. Alors, pour en revenir encore un peu plus loin que le blog, c'est ce qui explique aussi son arrivée, Hmm. c'est qu'en fait j'étais prestataire de service, je faisais du développement pour les boutiques e-commerce, et le blog, j'ai créé le blog au tout départ pour une raison toute bête, c'est qu'il m'arrivait de trouver des morceaux de code que je trouvais pratiques, et dans une idée de partage avec les autres développeurs, et aussi pour pouvoir les conserver quelque part, parce que je savais pas trop où mettre ça, je me suis dit je vais me faire un blog et je vais mettre Ouais. voilà, deux, trois codes des morceaux de code qui disent voilà comment faire ci, comment faire ça, comment améliorer ça dans PrestaShop ou autre. Et du coup, voilà, c'est comme ça que le blog est né en fait, mais il n'y avait pas de stratégie au départ Ouais, dessus. d'accord. Et puis après, voilà, quand j'en ai eu un peu marre de la prestation de service, là, j'ai commencé à me dire, voilà, j'ai déjà un blog qui n'avait pas vraiment un trafic intéressant, notamment parce qu'il n'avait pas énormément de trafic et parce que il attirait pas les bonnes personnes, parce il attirait des développeurs et moi j'avais besoin d'attirer des e-commerçants. Mhm. Euh, mais voilà, j'avais déjà un blog, je suis parti directement dessus. Et là, pourquoi en fait je suis parti là-dessus? Bah, parce que je m'étais déjà quand même bien renseigné sur le blog, ce qu'on pouvait faire, etc. C'est quelque chose qui m'intéressait vraiment. Et c'est quelque chose qui était facile pour moi parce qu'au niveau de la technique, j'allais avoir aucun problème. Parce que comme je suis développeur, voilà, dès que j'avais un problème technique, j'étais capable de le résoudre. Donc du coup, il n'y avait aucun problème pour moi. Ça allait pas du tout être un obstacle, ce qui est souvent un obstacle pour plein de gens quand ils veulent se lancer dans le blogging ou même dans le e-commerce. Ouais. Et après, voilà, c'est devenu plus une stratégie pour vraiment acquérir des clients. Et du coup, voilà, c'était par le biais de créer des articles, récupérer des emails pour après pouvoir l'utiliser derrière pour vendre mes produits, quoi. Donc du coup, en fait, il faut quand même expliquer à ceux qui nous écoutent que toi, donc de base, tu es prestataire de service, pardon, pour les e-commerçants, c'est ça, hein? C'est ça. D'accord. Sur en particulier le logiciel open source PrestaShop. Oui. Donc voilà, donc du coup tu développes ce qu'on appelle des modules, donc on va dire des plugins PrestaShop pour voilà pour ajouter différentes fonctionnalités à votre boutique e-commerce PrestaShop. Et donc tu as commencé à créer ce blog pour expliquer un peu voilà pour garder on va dire en backup si on veut des petits bouts de code, des petits bouts de code des différents modules que tu as pu développer pour tes clients. Et donc après donc une fois que tu as voulu finalement cibler non plus les développeurs mais les e-commerçants vraiment, comment est-ce que tu as adopté ta stratégie de contenu? Quel contenu tu as ensuite mis en place pour pouvoir attirer à toi les e-commerçants? Alors voilà, comme je disais justement, avant je mettais plutôt des morceaux de code et ça attirait donc du coup des développeurs. Mm. L'idée c'était de pas continuer à mettre ça parce que les commerçants n'ont pas du tout envie d'être développeurs, hein, c'est pas leur objectif et c'est normal. Du coup, il fallait aller mettre d'autres contenus. Mm. Et c'est là que j'ai commencé à mettre des contenus plus sur les stratégies. Il y avait déjà toute une partie qui était assez simple à mettre pour moi en termes de contenu. C'était tout ce qui allait être utilisation de PrestaShop, comme je connais très bien l'outil, Mm. tout ce qu'on peut faire dans l'administration, des réglages qu'on connaît pas forcément, etc. Mm. Et en fait, du coup, voilà, je faisais des contenus comme ça qui aidaient les e-commerçants à utiliser PrestaShop. Donc, je ciblais vraiment les utilisateurs de PrestaShop. Mm. Et après, j'ai mis des conseils sur le e-commerce plus générique.
comment améliorer son panier moyen, comment améliorer son taux de transformation, Mhm. comment attirer du trafic, comment améliorer son référencement, etc., etc. Et voilà, ça m'a permis d'amener, là, vraiment de viser les e-commerçants et Mhm. plus les développeurs. Parce que voilà, j'allais pas vendre mes produits, mes modules, j'allais pas les vendre à des développeurs ou dans de très rares cas, Mhm. mais j'allais plus les vendre à des e-commerçants, quoi. Donc c'était vraiment l'objectif là de transformer la- tout le contenu pour le cibler sur les e-commerçants, donc en recherchant leurs problématiques et en leur donnant des solutions avec mes articles, quoi. Très bien. Donc jusque-là, on comprend très bien finalement enfin, le choix que tu as fait au niveau du contenu, mais le problème qui se pose encore pour beaucoup de e-commerçants ou de blogueurs aujourd'hui, c'est que évidemment on a du contenu, mais le problème c'est que le contenu, il ne faut pas qu'il soit fait dans le vide. C'est en fait la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir de la visibilité, comment est-ce qu'on fait pour attirer vraiment les gens à nous. Et je crois que tu avais donné un bout de réponse dans l'interview précédente qui était notamment les forums, parce que tu avais une grosse présence dans les forums pour justement attirer un peu les gens à toi. Ouais, alors, comment on peut attirer du trafic? Bon, globalement, on va dire, il y a deux stratégies qui vont être de faire de la publicité. Donc, tu vas amener du trafic, tu vas le payer, ton trafic Mhm. directement. Et après, ce qu'on appelle le trafic organique, qui lui est plutôt gratuit, mais qui prend plus de temps, en règle générale, qui, à mon sens, est aussi plus rentable, parce que rentabiliser des campagnes AdWords ou des choses comme ça, c'est assez compliqué. Mhm. Et voilà, donc après dans le trafic organique, il y a plein de choses, comme tu dis, le forum. Alors pourquoi moi le forum c'était une bonne stratégie pour moi? Parce que en fait, en tant que développeur en PrestaShop, toute la période où j'étais développeur en prestation de service, j'intervenais souvent sur le forum de PrestaShop, Mhm. et du coup ça a un peu développé mon autorité en fait. Je sais plus combien j'ai de messages, j'ai peut-être 2000 messages sur le forum. Mhm. Et donc clairement, il y a de temps en temps, tu peux mettre facilement un lien vers ton blog. Tu peux, comme je donnais des morceaux de code déjà, et ben, des fois ça répondait tout simplement à la question d'une personne. Donc tu as juste à mettre le lien vers ton article, puis la Mhm. personne elle est contente, tu as répondu à sa question. Donc c'est tout à fait légitime de mettre un lien sur le forum. Mhm. Voilà, faut pas en abuser parce que les forums c'est pas un endroit pour faire sa pub. Mais si on donne les solutions, et qu'on est quelqu'un qui intervient vraiment régulièrement, qu'on apporte de la valeur aux gens qui sont sur le forum, il n'y a pas de raison de pas pouvoir mettre de temps en temps un lien vers son blog. Mhm. Après, il y a le fait aussi qu'en bas, il y a une signature. Souvent donc, du moins sur le forum de PrestaShop, il y a une signature pour dire voilà, bah, vous pouvez retrouver mon blog ici. Quand on commence à donner plein de bonnes réponses aux gens, ça fait 2 ou 3 fois que les gens voient qu'on leur a donné une bonne réponse, ils vont peut-être se dire je vais aller cliquer sur le lien, il donne des trucs intéressants, peut-être que son blog je vais apprendre plein de trucs, quoi. Mhm. Mhm. Il y a beaucoup de gens qui sont venus dans mes statistiques sur Google Analytics, PrestaShop, alors que je suis quand même beaucoup moins présent maintenant par manque de temps. Ouais. PrestaShop en fait, le forum de PrestaShop me ramène encore beaucoup de visites. Après, moi, ce que j'ai utilisé, donc il y avait évidemment ça. Après, il y a le référencement, où je me suis beaucoup formé sur le référencement depuis le début, en fait, que je fais de la prestation de service, c'est quelque chose qui me passionne. Mhm. Et, euh, et en fait, voilà, j'ai travaillé mes articles sur mon blog pour qu'ils ressortent sur les mots-clés qui étaient intéressants, que les gens tapaient. Donc ça m'a évidemment amené du monde. Mhm. Il y a aussi les réseaux sociaux que j'utilise de manière, on va dire, très 20-80, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai complètement automatisé la chose. Le temps que je passe sur les réseaux sociaux, c'est pas pour amener du trafic sur mon site, c'est simplement pour rentrer en contact avec des gens. C'est un Mhm. peu comme ça qu'on est rentré en contact d'ailleurs. Mhm. Euh, et en fait, voilà, c'est me développer mon réseau d'influenceurs, tout simplement. Mais c'est pas pour acquérir du trafic. J'ai pas encore de stratégie particulière sur les réseaux sociaux. Par contre, c'est Mhm. très simple à automatiser pour mettre de temps en temps tes articles que tu as rédigés, les remettre, etc. Et du coup, je l'ai fait comme ça et ça m'apporte un petit volume de trafic intéressant. Et du coup, juste, Et je te de coupe temps en par temps. rapport aux réseaux sociaux. Quand tu parles de réseaux sociaux, en l'occurrence, là, c'est de Twitter, c'est ça? Twitter, Facebook, Google+, D'accord. LinkedIn, et tout ça, j'ai automatisé en fait. D'accord, ok. Tu peux l'automatiser avec un outil que moi j'utilise Buffer, il y en a d'autres, mais Mhm. tu peux utiliser Buffer et voilà, tu peux lui dire, par exemple, quand tu veux faire une publication, tu peux lui dire publie-la moi dans tous les trucs, publie-la moi 5 fois dans tous les trucs, à telle date, telle date, telle date. Mhm. Tu peux faire plein de choses comme ça. Et après, il y a sur WordPress, par exemple, donc le système que j'utilise pour faire mon blog, tu Mhm. as des plugins qui vont envoyer directement tes articles à Buffer régulièrement Mhm. pour qu'il les republie. Donc en fait, tout ça, moi, mon fil d'actualité, il est mis à jour régulièrement avec mes articles, totalement automatiquement, sans que je m'en occupe, en fait.
D'accord, ok, très bien. Et donc du coup, bon, donc on a bien compris comment tu as réussi finalement à amener du trafic vers ton blog, parce qu'il y a à la fois donc le forum, le référencement naturel au niveau de tes articles, et ensuite, je dirais, donc pour en arriver après au lancement, pour en arriver finalement après à proposer un produit à une certaine base de clients, ou en tout cas de prospects, comment est-ce qu'on arrive justement à récupérer l'email de ces prospects à partir de tes articles, à partir du contenu qu'on propose à une certaine audience? Alors moi, j'ai pas fait quelque chose de très original, hein. Comme on le voit souvent, j'ai proposé un cadeau, hein, tout simplement, en échange de l'email. Quand tu arrives sur mon blog, tu as un pop-up qui s'ouvre et tu as d'autres formulaires à d'autres endroits qui disent voilà, si vous voulez récupérer mon cadeau, bah, laissez-moi votre email et je vous l'envoie. Le cadeau en question, c'est pas quelque chose de très compliqué. Comme je disais, voilà, utiliser PrestaShop pour moi, c'est pas un problème. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris des astuces, des questions dans le forum de PrestaShop. J'ai trouvé les réponses, des réponses que j'avais déjà données, des réponses que j'avais données par mail, des articles que j'avais déjà rédigés. Et j'ai fait un livre blanc, c'est comme ça qu'on appelle ça, hein, avec 41 astuces, 41 secrets PrestaShop. C'est comme ça que ça s'appelle. Et en fait, voilà, et du coup, les gens le récupèrent gratuitement simplement en échange de l'email. Et comme moi, je cible principalement les e-commerçants sous PrestaShop, tous les emails que je vais récupérer, c'est vraiment des gens très ciblés parce que le cadeau que je leur offre, c'est vraiment pour, comment dire, pour les utilisateurs de PrestaShop. Maintenant, là, récemment, j'ai racheté un deuxième livre blanc en fait que j'ai fait. Donc là, de la même manière, c'est pas très compliqué. J'ai demandé à différents blogueurs de rédiger un article et tous les articles, je les ai mis dans un livre blanc, ce qui m'a fait un gros livre de 80 pages à peu près, où j'ai pas eu énormément de travail à faire. Et c'est les erreurs à éviter pour les e-commerçants. Donc c'est intéressant pour moi parce que ça me fait quelque chose de plus. Maintenant, attention, en mettant ça, je cible aussi des gens qui ne sont pas forcément sur PrestaShop. Donc moi, c'est plutôt une stratégie d'avenir parce que je sais que je ne vais pas rester que sur PrestaShop. Je vais aussi m'étendre à d'autres CMS, donc c'est intéressant pour moi. Mais dans le cas présent, comme pour l'instant, je ne vends que des produits pour PrestaShop, ma mailing list est un petit peu moins qualifiée du fait que j'ai rajouté ce cadeau là. Ce cadeau, voilà. Maintenant, comme je dis, voilà, je sais qu'à l'avenir, je vais m'étendre sur d'autres CMS et donc du coup, c'est pas très grave. Mais voilà, faut faire attention quand même à ce qu'on propose, de pas proposer un truc qui va nous ramener plein d'emails, mais des emails pas ciblés. Mais voilà. L'idée, c'est de proposer quelque chose. Après, quand on est e-commerçant, ça peut être très simple. Bon, alors, il y a le truc super classique qui va être le bon d'achat. Ouais, justement, ouais. Bon, alors pourquoi pas maintenant, attention, le bon d'achat, moi et je pense que pas mal de clients ne le voient pas comme un cadeau, c'est une réduction. Il faut quand même aller, si on prend 30% de réduction parce qu'on laisse l'email, c'est sympa, mais il faudra quand même dépenser de l'argent. Donc ça ne reste pas vraiment un cadeau. Il peut y avoir d'autres choses, hein, il peut y avoir des cadeaux différents. Voilà. Après, ça dépend aussi au moment où vous le proposez. Par exemple, j'ai vu sur certaines boutiques arriver au moment du choix du choix du transporteur qui était tous payants, il y avait la possibilité de s'inscrire à la newsletter en disant si vous inscrivez à la newsletter, on vous offre les frais de port. Finalement, c'est un peu la même chose que la réduction, mais c'est pas présenté de la même façon. Le client va peut-être avoir plus l'impression qu'on lui offre un cadeau à ce moment-là. Et sinon, après, ça peut être la même chose. En tant qu'e-commerçant, vous avez une expertise sur vos produits, vous pouvez certainement faire des conseils et donc faire un livre en PDF et que vous proposez un téléchargement, ça peut très bien fonctionner comme ça, quoi. Très bien, donc c'est exactement la question que je voulais te poser, donc c'est parfait, tu as répondu juste avant que je te la pose. Et pour finir du coup sur cette partie acquisition, transformation je dirais de tes visiteurs sur ton blog ou sur ton site e-commerce en prospects inscrits à ta newsletter, quels sont les principaux outils qu'il faut utiliser, juste quelques outils comme ça qu'il faut avoir absolument. Alors, qu'il faut avoir absolument, il y en a pas en particulier parce qu'il y a plein d'outils qui font un peu la même chose. Tu vas avoir, bon, si on part du début, il va te falloir un blog. Moi, je conseille WordPress parce que c'est la référence et voilà, si on a un problème, si on a besoin d'un plugin, etc., on aura beaucoup plus de solutions avec WordPress qu'avec un autre système. Et puis il est très fiable, donc ce serait dommage de s'en priver et il est gratuit de toute façon. Après, moi, qu'est-ce que j'utilise pour récolter les mails? J'ai un plugin de pop-up, mais bon, il n'y a rien de particulier, hein, c'est un plugin classique qui affiche un pop-up, avec quand même une petite... dernièrement, comme Google a fait des mises à jour sur son algorithme, la petite particularité, c'est bien si on peut ne pas afficher le pop-up sur les mobiles.
Mhm. ou du moins faire un pop-up différent parce que voilà, il y a des caractéristiques spéciales pour les pop-up sur les mobiles parce que Google aime pas trop ça. Mhm. Donc si vous prenez un plugin pour vos pop-up, essayez de voir simplement qu'il y ait cette fonction-là, mais il n'y a pas de truc particulier. Mhm. Après, moi j'utilise Mailchimp pour l'envoi des emails parce que c'est vrai que quand on va récolter l'email de la personne, si vous êtes obligé d'envoyer l'email manuellement, déjà ça va vous prendre beaucoup de temps à faire vous-même, et puis la personne elle va pas recevoir le truc automatiquement, Mhm. ça va être un peu casse-pied. Donc il faut vraiment passer par un logiciel d'email comme Mailchimp, Aweber, Autorépondeur, Ouais. il y en a plein quoi. Et, Euh, Parce que en fait, déjà de toute façon, pour récolter les emails, c'est plus simple, il enverra un email automatiquement. Et de toute façon, pour envoyer les newsletters, c'est des outils qui sont faits pour. Souvent, malheureusement, vous avez des modules sur PrestaShop comme sur plein de CMS, WordPress, etc., qui vous proposent de faire des systèmes d'envoi de newsletters via votre site directement, mais votre hébergement, il n'est pas fait pour ça. mhm. Il faut vraiment éviter. Mieux vaut passer sur Mailchimp ou sur n'importe quoi d'autre. Mailchimp a l'avantage en plus de proposer les 2000 premiers inscrits gratuits à votre newsletter, donc ou 1000 premiers, je sais plus, mais vous envoyez vos 1000 premiers emails sans problème, Mhm. gratuitement. Mais voilà, faut passer par. S'il y a quelque chose d'obligatoire, c'est vraiment l'autorépondeur, donc Mailchimp, Aweber ou n'importe quel autre, mais faut pas envoyer ses mails via son serveur, quoi. C'est vraiment pas fait pour. Ouais, et justement, je reviens sur cette partie logiciel autorépondeur, parce que très, très récemment, en fait, eProShopping a proposé un guide d'email marketing où justement on a regardé un peu de plus près, on va dire, les différents logiciels pardon, d'email marketing. Et justement, en fait, enfin, du point de vue d'un e-commerçant, c'est qu'il faut aussi regarder par rapport à ces logiciels-là, voir aussi s'ils offrent des fonctionnalités spécifiques au e-commerce, en l'occurrence. Parce que là, donc, toi, tu parles d'un point de vue quand on est blogueur, mais d'un point de vue e-commerçant aussi, il faut aussi voir, aller un peu plus loin et voir effectivement si ces logiciels proposent des fonctionnalités spécifiques au e-commerce. Et c'est notamment le cas de Mailchimp qui Ouais. propose aussi des fonctionnalités spéciales. Ouais, alors j'ai pas de part de marché chez Mailchimp, mais pour le coup, moi j'aime bien leur service. Mm. Je trouve que c'est facile à utiliser. En effet, ils ont fait, il y a, moi, je sais plus depuis quand, mais ça fait un petit moment qu'ils se sont lancés dans un système vraiment spécifique au e-commerce, en plus de ce qu'ils avaient déjà. Mm. Donc moi j'ai regardé rapidement sans pour l'instant vraiment l'utiliser, mais ça a l'air vraiment puissant. Mm. À voir si après il n'y a pas de limitations. Voilà, c'est toujours la même chose, hein. Quand on Bien sûr. commence à l'utiliser, on se rend compte des limitations et il y en a qui peuvent être très bloquantes selon nos cas. Mm. Mais voilà, il y a des bonnes idées et je trouve aussi qu'ils ont une bonne démarche à ce niveau-là parce que voilà, pour tester le truc, en fait, ils ont lancé leur propre site e-commerce en fait. Mm. Et du coup, c'est pas mal parce ils vont avoir, je pense, une vision un peu plus clair de ce Ouais. qu'on peut avoir besoin en tant qu'e-commerçant en ayant leur propre site e-commerce. Mais après, oui, il y a des choses qui peuvent être vraiment puissantes et ça va vraiment faire partie de ce que je veux faire à l'avenir, notamment avec mon site, mais je pense aussi peut-être développer une formation là-dessus. Mm. C'est la puissance de l'email quand on a un e-commerce, c'est que dès que quelqu'un a acheté notre produit, bah là, on peut lui envoyer une série d'emails qui va pas le déranger Mm. et qui va être super efficace. Alors, on va pas trop s'étendre parce que c'est pas le sujet de l'interview, Ouais. mais on peut par exemple, voilà, la personne achète un produit, on peut lui envoyer juste derrière son achat, on peut lui envoyer un guide pour utiliser son produit, des exemples d'utilisation que les gens ont fait, etc. Et on peut plus facilement récupérer des commentaires aussi. Mm. En faisant autre chose que juste automatiser l'envoi au bout de 15 jours voilà, qui est complètement à froid et qui sert à rien. Mm. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être faites avec des emails qui sont envoyés, des séries d'emails, des séquences d'emails qui sont envoyées automatiquement après l'achat d'un produit. Maintenant, voilà, faut voir les possibilités de l'outil. Comme je te dis, j'ai pas encore pu le tester, mais Ouais. ça m'a l'air très puissant, ouais. Alors du coup, maintenant, si on revient sur le lancement en lui-même, est-ce que tu peux avant tout nous expliquer en quoi est-ce que la stratégie du lancement est une bonne stratégie et pourquoi toi tu es parti sur ça? Alors, je dirais pas que le lancement orchestré c'est une bonne stratégie en particulier, c'est une stratégie comme les autres. Mm. Maintenant, elle a le mérite d'exister, donc faut l'essayer. Ça marche pas forcément, à mon avis, ça marchera pas forcément sur tous les e-commerçants ou même blogueurs, etc. Ça marchera pas forcément sur toutes les cibles, mais voilà, comme elle existe, autant l'essayer. L'avantage qu'elle a par rapport à d'autres solutions de vente, ça va être que on va on va avoir quelque chose qui n'est pas encore ultra utilisé. C'est un peu comme la publicité où on l'a en face de nous en permanence, on finit par plus la voir. Quand on a une nouvelle publicité qui sort, qui est un peu originale, bah, on s'y attarde plus et elle fonctionne mieux. Mm. Là, c'est un peu l'intérêt des lancements orchestrés, c'est que
tous les secteurs l'utilisent pas encore, et du coup ça surprend un petit peu le client qui du coup accorde plus d'attention à la chose. Après, c'est aussi vraiment fait quand même pour focaliser l'attention des prospects sur le produit, donc ça marche bien pour ça aussi. Maintenant, il faut que moi le mettre correctement en place. Et pourquoi moi j'ai fait ça? C'est parce qu'en fait j'ai pris la formation d'Olivier Roland où il explique justement comment développer un blog, etc., etc. Et il donne à la fin voilà, la solution d'utiliser le lancement orchestré pour vendre son produit. Et voilà, dans la mesure où j'avais pris sa formation, c'était normal que j'essaye un lancement orchestré, surtout que j'avais déjà tout mis en place avant. Donc là, c'était dommage que j'essaye pas, quoi. D'accord, ok. Et donc, pour un peu zoomer un peu plus sur le lancement, en quoi il consiste et quelles sont finalement les étapes clés du lancement orchestré? Alors, on peut pas dire qu'il y a une règle particulière, Ouais. mais c'est vrai que le principe étant de créer un événement autour Mhm. de ton lancement, c'est un peu ce que font les grosses boîtes hollywoodiennes lorsqu'ils veulent mettre en avant leur film. Tu Mhm. vas avoir des teasers sur le film, tu vas avoir des bandes annonces, tu vas avoir plein de choses, etc., qui vont se mettre en place, des jeux concours, etc., etc. Et, après, le film va sortir. C'est un petit peu l'idée, c'est ça, c'est que c'est une partie pré-lancement où le Mhm. produit n'est pas lancé, où tu peux pas acheter le produit, mais tu vas en parler en fait. Tu vas donner des infos, etc., qui vont donner envie aux gens d'en savoir plus sur ton produit. Et en Mhm. fait, le but, c'est qu'au moment où tu ouvres les ventes, Mhm. les gens, en fait, ils bavent d'impatience pour acheter ton produit. Mhm. Ils ont vraiment envie de l'acheter tout de suite. Et c'est pour ça qu'en fait, sur un lancement, si tu fais un lancement qui dure une semaine, tu vas avoir un pic de vente le premier jour, quelques ventes sur la semaine, et le dernier jour, un pic de vente pour tous les gens qui ne veulent pas rater l'occasion. Mhm. Et c'est un peu le principe du lancement. Si tu as bien travaillé ton pré-lancement, tu vas avoir un pic de vente au début et normalement un pic de vente à la fin. Et donc l'idée en fait pendant le pré-lancement, c'est ça, c'est de contacter alors par mail, éventuellement si tu as une mailing list, c'est quand même beaucoup plus simple de faire comme ça, on va dire le standard quand tu fais des lancements, c'est quand même de le faire sur ta mailing list déjà. Mhm. Et, euh, et en fait tu vas envoyer des mails leur disant attention, voilà, globalement tu vas dire j'ai une grosse nouvelle pour vous, quelque chose d'important, etc. Et Mhm. après tu vas faire une série d'emails qui va un peu leur présenter ton produit, mais leur donner toujours de la valeur en fait, Mhm. pour que ce soit pas que de la publicité. Faut pas que tu parles de toi, faut que tu parles d'eux et que tu leur donnes des choses qu'ils peuvent utiliser sur le moment. Par exemple, moi ce que j'ai utilisé, c'est de leur donner comme je vendais une formation sur le référencement, Mhm. euh, je leur ai donné les 5 problèmes de l'acquisition de trafic. Je leur ai détaillé les 5 problèmes que j'ai identifiés et qui posent problème à la plupart des e-commerçants. Mhm. Je leur ai donné aussi le problème du référencement, comme il est fait régulièrement et les risques qu'il y a. Et je Mhm. leur ai donné des astuces pour mieux faire leur référencement. Donc déjà, tu vois, dans tout le pré-lancement, même avant d'acheter la formation, ils ont quand même eu de la valeur. Ils peuvent très bien repartir sans prendre la formation. Et ils ont déjà, on va dire, ils en ressortent grandis, on va dire, entre guillemets, mais enfin, Ouais. ils auront appris des choses, tu vois. Et en fait, l'idée de ce pré-lancement, c'est donc de parler de ton produit, mais aussi de montrer que voilà, j'ai des infos à vous donner. Là, je vous en donne juste un petit peu, donc tu vois un Mhm. peu l'idée de la bande-annonce de film. Là, Mhm. je vous en donne juste un petit peu. Il y a 10 fois plus dans la formation derrière. Mhm. Bon, là, je prends l'exemple d'une formation, mais tu peux faire ça, je pense, avec plein de produits, un lancement de produit. Je sais pas, tu vas vendre un super nouveau mixeur, etc. Bah, tu peux montrer qu'on peut faire des super recettes, tu peux donner des recettes de cuisine, etc. Mhm. Enfin voilà, tu peux donner plein d'infos pour mettre en avant ton produit. Et après, tu fais le lancement. Et le lancement, bah, là tu es plus dans la partie vente un peu plus traditionnelle, même si sur la semaine, tu vas leur reparler régulièrement de ton produit. Alors je dis une semaine, mais ça peut être 2 jours, 3 jours, 15 jours, hein, ça c'est à voir. Mhm. Tu vas leur reparler régulièrement de ton produit, mais toujours en essayant d'apporter de la valeur pour que ce soit pas tous les jours, oubliez pas, il y a mon produit à acheter, oubliez pas, il y a mon produit à acheter. L'idée, c'est de leur dire, voilà, il va y avoir, dans le produit, il y a ça, tu vas le détailler, etc. Puis après, tu vas leur donner d'autres infos, etc., etc., en fait. D'accord. Donc en fait, il y a une période de pré-lancement où finalement on prépare un peu et on a une série d'emails. Et puis après, c'est ça, c'est le moment vraiment de l'ouverture des ventes où on va continuer encore effectivement à parler du produit, à apporter de la valeur et là où on va avoir finalement les ventes. Et puis après, on dit bien aux gens que les ventes finissent tel jour, c'est ça? Voilà, c'est ça l'idée. Après, tu vois, je dis, moi, je l'ai fait que par email, donc c'était juste des mails à lire directement dans son logiciel d'email, mais tu as plein de façons de le faire. Tu peux le faire par mail, alors par mail, mais
envoyer un email et dire aux gens, allez voir la vidéo où je vous présente ça. Donc, tu vois, tu fais 2, 3, 4 vidéos, par exemple, et puis tu leur envoies des mails pour leur dire d'aller voir la vidéo, mais l'information n'est pas dans le mail. Tu vas avoir la possibilité de faire des webinaires en direct, donc une présentation en live où tu vas, ce que j'ai expliqué, toi, la série d'emails que j'ai envoyé, tu peux la faire en présentation en live directement. Tu vois, tu as plein de méthodes pour le faire. L'idée, c'est vraiment ça, en fait, c'est de donner de l'information après, quelle que soit la méthode que tu utilises. Mais il y a cette période de pré-lancement qui est vraiment là pour chauffer les prospects, pour qu'ils aient vraiment envie d'aller acheter ton produit pendant le lancement, en fait. D'accord. Ok, et juste pour avoir un peu une idée plus précise, qu'est-ce qu'on leur dit concrètement dans la période de pré-lancement? Donc j'ai compris que c'était effectivement amener de la valeur, mais qu'est-ce qu'on peut leur dire concrètement? Est-ce qu'il y a des astuces ou des choses précises qu'il faut dire ou qu'il faut éviter? Alors, des astuces précises qu'il faut dire ou pas, non, il n'y en a pas. Après, j'ai étudié un peu la question de comment réagissaient les gens. En fait, il y a des gens qui vont être plus sensibles aux, aux solutions rapides en mettant en place, tu vois. On va leur dire, voilà, fais ça, tu auras des résultats rapides. Donc, si on a une astuce qui leur donne une solution rapide, ben, on va toucher plus facilement ces gens-là. Après, tu vas avoir des gens qui veulent éviter la douleur, le problème, en fait, tu vois. Et c'est un peu pour ça que moi, dedans, j'ai expliqué pourquoi certaines personnes font du référencement et s'attirent des problèmes en faisant ça, tu vois. Donc, comment éviter la douleur? Bah, voilà, il y a les gens qui font comme ça, bah, vous, faut pas faire ça, faut faire autrement. Donc, c'est un peu c'était pour cibler les gens qui veulent éviter la douleur. Et après, donc je t'ai dit ceux qui veulent éviter la douleur, ceux qui veulent avoir des résultats rapides. Et tu as ceux qui veulent plutôt la solution à long terme, en fait, tu vois, c'est l'astuce. Enfin, c'est pas une astuce, mais c'est la théorie qui leur montre, voilà, ça c'est la bonne façon de faire les choses. Ça se fait pas en claquant des doigts, vous n'allez pas avoir des résultats tout de suite, mais c'est la bonne solution. Tu vois. D'accord. Le cerveau humain fonctionne comme ça. Il y a 3 types de profils, on va dire, globalement. Et du coup, tu peux essayer d'adresser déjà comme ça. Après, voilà, tu as plein d'emails que tu peux envoyer. Maintenant, je peux pas non plus donner une recette miracle dans la mesure où c'est mon premier lancement aussi, où j'ai fait des erreurs dedans. Donc voilà, mais voilà, l'idée c'est quand même de donner de la valeur, de vraiment à la fin, il faut qu'on ait en tête qu'à la fin du pré-lancement, les gens peuvent partir du pré-lancement sans jamais acheter le produit et ils sont contents d'avoir eu tous ces mails-là. Ouais. Ils n'ont pas juste été gênés par de la publicité pendant une semaine. Il faut qu'à la fin, ils aient l'impression que oui, ok, c'était intéressant, je peux pas acheter le produit ou j'ai pas envie d'acheter le produit, mais c'était cool qu'on m'envoie quand même tous ces mails-là. Ouais, d'accord, ok, je comprends bien. Et finalement, donc là, je me mets aussi à la place des commerçants qui débutent ou qui sont déjà à un stade plus ou moins avancé et qui effectivement, bon, ont déjà par exemple constitué une petite base clientèle. Est-ce que pour aller plus loin, est-ce qu'on peut passer par des partenariats avec d'autres e-commerce ou d'autres blogueurs, par exemple, et du coup, à partir de là, si c'est le cas, comment est-ce qu'on fait concrètement, comment est-ce qu'on met en place le partenariat, pardon? Alors, moi, pour ce premier lancement, j'ai pas mis en place de partenariat, je l'ai fait que en interne parce que pourquoi je l'ai fait comme ça? Parce que si je prends un partenaire, le partenaire en question, il faut que ce soit intéressant pour lui. Donc, si ma formation, je faisais mal mon lancement, je m'y prenais mal, bah, j'allais entre guillemets griller mes cartouches auprès de ce partenaire. Donc, c'est pas l'objectif. Moi, quand je vais voir un partenaire, je vais lui dire voilà, la dernière fois j'ai fait mon lancement. Donc là, par exemple, c'est pour ça qu'on n'est pas obligé de faire un lancement avec partenaire, c'est que j'ai quand même fait 22 000 euros en une semaine avec le lancement. Donc déjà, juste avec une base email à soi, hein, c'était pas une grosse base email, j'avais 7400 abonnés à la newsletter. Juste avec une base email relativement ciblée, on peut déjà faire des chiffres tout à fait intéressants. Maintenant, en effet, si on a des partenaires qui vont faire monter la mailing list toujours de manière ciblée, ça va être super intéressant. Maintenant, comme je dis, voilà, faut pas non plus aller voir le partenaire, lui dire donne-moi des emails et puis bon, on verra bien si ça marche. Ouais. Le partenaire, s'il donne les emails, il s'attend quand même à un retour et il faut pas qu'il vende un produit s'il a donné 15 000 mails. Quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc il y a ça. Après, comment on fait pour aller chercher des partenaires? Il y a le fait déjà de
prouver que la première fois ça a fonctionné en interne, donc ça marchera encore mieux si avec des partenaires. Il y a déjà cette chose-là, je pense. Et après, moi, je sais que des contacts, ça aurait pas été un problème pour moi d'aller voir des partenaires parce que du fait d'avoir un blog et d'essayer de le faire connaître par le référencement, des choses comme ça, tu rentres en contact avec des influenceurs, etc. Ce qu'on est en train de faire là, par exemple, on est en contact, on se connaît, donc après, moi, je peux très bien venir te voir et te dire, voilà, j'ai ce produit-là, est-ce que si je te propose quelque chose de gagnant-gagnant et qu'évidemment, de ton côté, tu peux aussi intervenir, il n'y a pas de raison à un moment que ça ne fonctionne pas. Ouais, donc les relations, elles se font au fur et à mesure. En fait, quand tu crées ton blog et ta mailing list, tu fais parler de ton blog, tu vas créer ton réseau autour, donc tu auras déjà les partenaires. Après, il faut les convaincre qu'en effet, ça va fonctionner. Donc je pense que moi je conseille, du moins c'est comme ça que je l'ai vu, et c'est comme ça que j'en ai vu pas mal, et c'est comme ça que je l'ai fait, de faire son premier lancement en interne, quitte à le rater, parce qu'au moins on l'aura raté tranquille tout seul, ce sera notre problème à nous, personne ne le saura, quoi. Ouais. Et après, une fois que ça a fonctionné, d'aller voir des partenaires. D'accord. Et encore une fois, donc je me mets à la place des commerçants pour faire un parallèle avec le e-commerce, parce que là, en l'occurrence, toi, tu as fait un lancement pour un produit de formation en ligne, vidéo, si je comprends bien. Les commerçants qui nous écoutent, en général, vendent des produits physiques plutôt. Est-ce que ça marche pour un produit physique, par exemple une nouveauté, etc. Je pense par exemple, je pense que Apple ou d'autres genres de ce genre font aussi un peu la même chose, mais est-ce que ça marche aujourd'hui pour un e-commerçant qui lance une nouvelle gamme de produits ou un nouveau produit, de faire un lancement de ce genre? Moi, je pense que oui, complètement. Parce que, alors, tu vas me dire que ça reste des produits numériques, mais moi, c'est quelque chose que je fais, entre guillemets, que je fais sur mes modules, en fait. Et en fait, ça peut être très intéressant parce que, si je prends l'exemple de mes modules, en fait, avant d'avoir terminé le module, je peux faire des emails à ma mailing list leur disant voilà, je suis en train de travailler sur tel module, il va faire ça et ça. Et puis j'ai aussi telle fonctionnalité que j'aimerais rajouter, et celle-là aussi, mais voilà, je peux pas tout faire avant de sortir le module, laquelle vous voudriez en priorité. Donc tu vois, tu vas parler de ton module. Alors moi c'est un module, mais ça peut être un produit que tu es en train de fabriquer si tu es fabricant de produits. Et tu vas inclure tes clients, tes prospects dans la création du produit. Danette fait ça, par exemple. Tu vois, Danette fait ça, enfin, je sais pas s'ils le font encore, mais ils l'ont fait souvent en disant, voilà, quel choix, quel est le goût que vous voulez pour la prochaine Danette. Parfum, ouais, c'est exactement. Ouais. Voilà. Très franchement, Danette peut faire les deux parfums, c'est pas leur problème. Ils ont évidemment les moyens de faire les deux parfums. S'ils font ça, c'est pour que, au final, toi, tu as choisi le goût, je sais pas, chocolat noisette, eh bien, tu vas aller l'acheter ton chocolat noisette parce que tu l'as choisi, tu vois, tu es impliqué dans le truc. Donc il y a ça. Si tu fabriques le produit, éventuellement tu peux déjà faire ça. Et après, si tu es juste revendeur, tu peux très bien dire voilà, moi je me lance, je sais pas, tu fais sur les produits, je sais pas, tu es dans le jardin et puis tu veux te lancer dans les produits plutôt bio, enfin toi qui est respectueux de l'environnement, je veux dire. Voilà, tu peux essayer de communiquer avec tes prospects et faire un pré-lancement en disant voilà, on a prévu tel produit, etc., les avantages que ça va vous donner, les astuces pour faire du jardinage écolo, du jardinage qui va respecter l'environnement, pardon. Et tu peux donner des astuces qui n'utilisent pas tes produits, tu vois. J'en sais rien, des trucs tout bêtes, je sais pas, récupérer les déchets de tel truc pour les mettre dans ton potager ou des choses comme ça, tu vois. Et tu leur donnes des astuces. Et à la fin, les gens qui auront lu toutes tes astuces jusqu'au bout et qui auront trouvé ça intéressant, quand tu vas leur proposer ta gamme de produits respectueux de l'environnement pour traiter leur jardin, il n'y a pas de raison qu'ils ne viennent pas se renseigner et acheter tes produits si en effet ça leur simplifie la vie, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc en fait, je pense que tu peux, après sur un seul produit, faut pas aller faire un lancement sur un produit à 5 euros. C'est peut-être beaucoup de travail pour pas grand chose, même s'il y a des lancements qui ont été faits sur des grosses bases à des produits à 30 euros qui ont fait des millions d'euros. Mais voilà, c'est quand même du travail, donc il faut le faire, je pense, sur une gamme de produits éventuellement, sur un pack complet de produits où tu vas réunir des produits, tu vas vendre ça à 100, 200 euros. Et voilà, mais ça, je pense que ça peut se faire avec n'importe quel type de produit, quoi. D'accord, donc plutôt sur une gamme de produits, alors sur un pack d'une valeur un peu importante, parce qu'il y a quand même derrière aussi du travail de préparation pour écrire les mails, pour préparer le lancement, etc. C'est ça, et puis je ne sais plus qui disait ça, enfin c'est quelque chose qui se dit de toute façon régulièrement, c'est qu'il y a un moment où
entre 30 euros ou 100 euros, convaincre la personne, la difficulté est la même en fait, tu vois, Ouais. d'acheter. Donc à ce moment-là, autant s'il y a des efforts à faire, autant vendre quelque chose de plus cher. Hmm. Donc, voilà, c'est, moi je suis dans un groupe, le groupe de blogueurs pro, la formation d'Olivier Roland. On Mhm. parle régulièrement des lancements qu'on fait, parce qu'ils sont plusieurs à faire des lancements. Mhm. Et voilà, je vois, il y a des lancements qui se font le produit est à 150 euros et qui fonctionnent pas forcément. Il y a des lancements qui se font à 900, le produit est à 900 euros et qui marchent du tonnerre. Hmm. Donc c'est pas le prix, c'est un argument, mais on va donner tellement d'arguments valables dans le lancement si on le fait correctement que le prix sera plus vraiment un problème, quoi. Ouais, d'accord. Ok. Pour finir du coup l'interview et pour finir tout ce contenu autour du lancement, quels sont les outils que toi tu as utilisés et que peuvent du coup utiliser aussi les commerçants qui nous écoutent, qui veulent aussi proposer, enfin mettre en place un lancement pour une gamme de produits ou pour un pack de produits? Ouais, alors en fait, il n'y a pas d'outil particulier. Ça dépend comment tu veux faire ton lancement. Mhm. Comme je disais tout à l'heure, Mailchimp, bah voilà, pour récolter les mails au départ, bah, tu peux le réutiliser pour faire ton lancement. Après, pour envoyer tes mails. Ok. Donc, tu programmes tes mails, tu les rédiges à l'avance, etc. Mhm. Euh, ce qui peut être aussi intéressant, c'est que voilà, si tu veux faire de la vidéo, c'est mettre tes vidéos. Donc, alors après, tu peux utiliser YouTube, tu peux utiliser Vimeo. En règle générale, les vidéos sont quand même en accès privé. C'est simplement les gens qui ont été invités à aller voir la vidéo, donc Mhm. sont pas forcément publics sur YouTube, mais YouTube normalement propose quelque chose où tu peux mettre une option privée. Mhm. Voilà, et après, il va falloir simplement mettre un système de paiement à la fin pour ton produit. Faire une belle page de vente. Donc, par exemple, moi, pour ma page de vente, j'ai utilisé un plugin WordPress qui s'appelle OptimizePress. Mhm. Donc, ta page de vente, en gros, pour résumer, elle doit reprendre les idées que tu as lancées dans ton lancement et ton pré-lancement. Et voilà, donc après, rien n'empêche, hein, les gens, ils ont été convaincus. Normalement, s'ils sont vraiment été convaincus, tu pourrais arriver sur une page avec simplement un bouton acheter et ils savent. En fait, les gens qui arrivent sur cette page-là sont censés déjà tout savoir. Donc voilà, tu pourrais très bien faire ça très simplement avec ton blog classique ou avec ta boutique PrestaShop Mhm. ou eProShopping, peu importe. Mais Oui. après, tu vas, avec ta page de vente, tu vas quand même rassurer les gens. Ils vont revoir les mêmes informations, vont dire oui, ok, c'est vrai, il y avait ça, ok. Mhm. Et voilà, puis faire quelque chose de propre et de sérieux. Donc moi, j'ai utilisé OptimizePress. Après, tu as plein de choses qui peuvent se faire. Euh, tu as Lead Pages ou des choses comme ça qui vont être très utiles pour faire des pages sympas. Ouais. Tu as ClickFunnels aussi qui s'est lancé vachement là-dedans. Mhm. Maintenant, je pense que c'est plus la qualité de ce que tu vas dire qui est importante que l'outil au final. Mais voilà, il faut pouvoir envoyer des mails, donc plutôt Mailchimp, il faut pouvoir faire une belle page de vente, OptimizePress, ClickFunnels, Ça et marche. puis, et puis un moyen de paiement tout simplement derrière. Bien sûr. Ok. Très bien. Très bien, mais écoute, merci beaucoup Olivier de nous avoir expliqué en détail la stratégie de lancement et comment justement tu en es arrivé jusque-là aujourd'hui. Tu as réalisé, on le rappelle, plus de 22 000 euros en une semaine, même si derrière il y a aussi du travail de préparation, etc. en amont et puis Oui, du oui, travail sur le long terme autour du référencement, etc. Mais ça prouve bien que c'est une stratégie qui marche et qui peut être du coup appliquée pour les commerçants. On l'a dit, sur une gamme de produits ou sur un pack de produits avec une certaine valeur au moins, parce qu'il y a aussi quand même beaucoup d'efforts qui sont investis dans cette stratégie. Donc merci encore une fois Olivier et je sais pas si tu as un mot de la fin pour finir. Oui, bah, je rebondis juste sur quelque chose, parce que c'est vrai que tu dis, voilà, en effet, j'ai fait 22 000 euros en une semaine. En effet, tu as raison, il y a eu du travail en amont, etc., etc. Donc, c'est pas réellement en une semaine. Mhm. Maintenant, ce qui est intéressant de comprendre aussi dans le lancement, c'est que le travail que j'ai fait, je peux le répéter en fait. Je Ouais. peux très bien, même si là j'ai l'intention d'améliorer mon lancement parce que je pense que j'ai fait des erreurs et je veux corriger certaines choses, donc Mhm. pour qu'il soit plus efficace. Mais je peux très bien reprendre mon lancement et le refaire à période régulière, tu vois, une ou deux fois l'année par exemple. Et voilà, après il n'y a pas de raison qu'il fasse moins. Enfin, il peut faire un peu moins, mais il n'y a pas de raison qu'il fasse 500 euros la fois d'après Bien si je sûr. refais le même lancement. Donc voilà, c'est vrai que ça peut être long à mettre en place le premier lancement, mais après tu as déjà fait le travail, tu répètes simplement, donc Bien c'est sûr. quand même très intéressant à ce niveau-là, quoi. Et Et surtout sinon, qu'après, oui, vas-y. pardon. Et surtout qu'après, on peut aussi faire appel à des partenaires, comme tu disais. Donc, pour l'instant, pour le premier, t'as pas fait ce choix-là, mais pour les suivants, tu pourras éventuellement aussi faire appel à des partenaires. Et ça va décupler, je dirais, l'effet et l'impact que ça va avoir.
Ouais, voilà, c'est évolutif. Hmm. T'as un gros travail au départ, hein, pour acquérir la base de prospects si t'en as pas. Hmm. T'as un gros travail pour écrire ton premier lancement, parce que bon, voilà, c'est pas simple non plus, hein, ça se fait pas en claquant des doigts. La période de vente se fait sur une semaine et après, en effet, tu vas pouvoir le dupliquer, aller voir des partenaires, etc., etc. Et tu peux voir ce qui fait mouche et ce qui fait pas mouche aussi en termes d'arguments. Tu as des Hmm. retours de personnes qui vont dire ouais, alors ça, j'y crois pas ou des choses comme ça, tu vois, ou ça, ouais, j'ai acheté votre formation pas à cause de ça. Et du coup, tu pourras améliorer ta page de vente au fur et à mesure. Donc, c'est évolutif et répétable, donc c'est super intéressant. Ouais. Bon, alors évidemment, faut pas le répéter tous les 3 jours parce que là, ta base d'email elle va en avoir rapidement marre. Hmm. Mais voilà, je pense que c'est un très bon moyen. Si vous avez la possibilité d'essayer, il faut essayer quoi. Très bien. Bah écoute, encore une fois, un grand merci Olivier. Et du coup, on peut te retrouver sur ton site, sur ton blog évidemment, donc réussirmoncommerce.com, c'est ça? Réussir mon e-commerce.com, ouais. moncommerce.com, .fr, ouais. Mais le très .com bien. fonctionne aussi. Super, bah écoute, on mettra de toute façon le lien en dessous de la vidéo, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, mais aussi sur YouTube. Merci encore une fois, et du coup je te dis bah, à très vite, à bientôt, pour d'autres interviews et conseils e-commerce. Ça marche. Merci à toi. Ciao. Ciao.